Plongeons dans le monde captivant du travail social. Travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans cet épisode pour parler plus spécifiquement des services sociaux dans l'enseignement supérieur en Belgique francophone. J'ajouterai également de la plus-value ou de la place essentielle des assistantes sociales au sein de ces services sociaux. Si vous ne connaissez pas mon invité, Bintou Bakayoko, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui survole les services sociaux de la Belgique francophone. Bintou est une assistante de service social formée en France qui a obtenu sa reconnaissance professionnelle en Belgique pour exercer sa profession il y a déjà quelques années. Je nous lance tout de suite au cœur du sujet. Alors Bintou, tu travailles au sein d'un service social qui accompagne la communauté étudiante dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de contexte par rapport aux services sociaux dans ces établissements ? Alors, dans la région francophone, donc en Belgique, le cadre légal prévoit que dans chaque établissement, donc en haute école ou en école supérieure des arts, il y ait un conseil social qui soit chargé de mener la politique d'action sociale au sein de l'établissement. Ce conseil social, il est composé de membres du personnel pédagogique et administratif, de représentants étudiants, d'un président du conseil social, d'un commissaire au gouvernement donc qui est chargé de chapeauter les dépenses budgétaires et de membres invités qui généralement sont les professionnels du service social. Le conseil social donc va définir les critères d'octroi des aides financières individuelles. Il va réfléchir à la mise en place de projets collectifs pour les étudiants de l'école. Et il est également chargé décrétalement de désigner une ou plusieurs personnes de référence chargées de traiter les demandes d'aide financière individuelle des étudiants. Et donc, ces personnes de référence, il n'y a pas d'obligation décrétale à ce que ces personnes de référence soient des travailleurs sociaux diplômés. Donc, ça peut, dans une école, être des membres actuels des équipes pédagogiques ou administratives ou des bénévoles ou des membres qui étaient donc professeurs, par exemple, à l'école et qui sont à la retraite. Mais ça peut être aussi des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des psychologues qu'on va recruter en externe. Effectivement, c'est assez particulier et ça pose déjà quelques questions éthiques, mais prenons les éléments dans l'ordre. Je comprends que les missions du service social en tant que telles sont mises en place par le conseil social, mais en fait, qui le finance ? Est-ce que ce sont les étudiantes qui intègrent les écoles ou c'est l'État ? En fait, comment ça fonctionne ? Donc effectivement, ces conseils sociaux, puisque c'est les conseils sociaux qui obtiennent des subsides, ils sont financés par l'État et notamment par le ministère de l'enseignement supérieur. Et ce sont des budgets spécifiques à l'enseignement francophone, à l'enseignement supérieur francophone. Et donc, chaque année, il y a des sommes qui sont allouées justement aux conseils sociaux, qui sont calculées donc d'un point de vue uniforme pour tous les établissements en fonction du nombre d'étudiants. Merci. Donc, ma question suivante. On comprend que les conseils sociaux des établissements vont donner l'orientation pour des projets à dimension collective ou pour les critères d'aide financière pour les étudiantes. Mais toi, en tant qu'assistante sociale, ou plutôt personne de référence, si on utilise le bon terme, dans ton service social, quelles sont tes missions ? Que fais-tu auprès des étudiantes ? Alors justement, comme je l'expliquais, les missions, elles vont être propres en fonction de l'établissement et elles vont être définies en concertation ou non avec les personnes qui sont chargées de l'aide sociale. Pour donner un exemple très concret, donc j'ai travaillé dans une haute école pendant 4 ans. Une de mes missions principales, c'était justement, puisqu'on était ici dans le cadre d'une création de service social, l'idée c'était que je puisse identifier quels étaient les besoins psychosociaux des étudiants et que je puisse faire un retour auprès des membres du conseil social pour qu'on puisse
réfléchir ensemble aux projets à mettre en place dans le cadre du développement de cette politique. Dans l'école dans laquelle je travaille aujourd'hui, le travail est un peu différent puisque l'histoire du service social est différente. Et donc ici, il y a déjà des projets qui ont été mis en place avant mon arrivée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mener à bien les projets déjà existants. Donc les projets qui sont en lien avec l'accompagnement social individuel des étudiants et puis les projets collectifs, mais aussi de pouvoir suivre l'évolution de la population étudiante et des profils d'étudiants, parce que c'est une population qui est en constante évolution, vraiment, et donc c'est de pouvoir la suivre et de voir comment réadapter les projets déjà existants et comment en créer de nouveaux. Est-ce que tu aurais des exemples de projets collectifs que tu as menés ? Oui, donc sur mon premier poste, on a travaillé à la mise en place d'un service d'accompagnement psychologique. Puisque moi, je suis arrivée en période de veille de pandémie mondiale. 6 mois après mon arrivée sur ce poste, on s'est retrouvés confinés. Et alors, on a constaté que les problématiques psychologiques et psychiatriques des étudiants étaient renforcées donc par cet épisode de pandémie. Et on a travaillé donc à la mise en place d'un service psychologique sur base de conventions signées avec des psychologues indépendants qui avaient donc la charge d'accueillir nos étudiants soit en cabinet, soit sur le campus, avec un nombre de séances définies. Donc on a commencé à 5 séances. Puis la deuxième année, on est monté à 8 à 10 séances. Puis la troisième année, on est monté à 15 séances. Et donc, ces 15 séances étaient entièrement prises en charge par le budget du Conseil social et permettaient à nos étudiants de pouvoir bénéficier d'une aide psychologique et alors tout au long de leurs études. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a eu, par exemple, une aide en première année peut renouveler l'aide en deuxième, puis en troisième, s'il le faut. On a fait la même chose ensuite avec des avocats pour une aide juridique sur exactement le même modèle. On a travaillé avec des avocats indépendants. Dans l'école dans laquelle je travaille actuellement, ils ont mis en place un chouette projet. Donc, c'est des étudiants artistes cette fois-ci. Donc, c'est un public très spécifique aussi. Donc, c'est des étudiants illustrateurs, dessinateurs de bandes dessinées, designers, des peintres, des architectes d'intérieur, etc. Et donc, l'école est organisée autour de certains dispositifs qui permettent aux étudiants de pouvoir emprunter du matériel de vidéo, du matériel de son, de pouvoir imprimer un certain nombre de supports et de contenus. Et donc, ils ont eu l'idée de pouvoir créer des jobs étudiants, donc qui sont réservés aux étudiants bénéficiaires de l'aide sociale uniquement, puisque c'est ce que le décret prévoit. Et donc, ces étudiants peuvent bénéficier d'un contrat étudiant renouvelable dans l'un de ces services, ce qui leur permet de pouvoir acquérir des compétences professionnelles autour des disciplines auxquelles ils se forment et en même temps de répondre à leurs problématiques sociales. Et super intéressant. Déjà, j'apprends qu'en Belgique, les étudiants peuvent bénéficier de l'aide sociale. C'est pas le cas dans tous les pays, en fait. Parfois, il faut attendre 25 ans et plus. Puis l'autre chose qui est davantage une réflexion, tu as évoqué un projet collectif qui a été réalisé avec des psychologues pour accompagner la communauté étudiante en temps de pandémie ou pré-pandémie, post-pandémie. Mais je me questionne, quelle est la place de l'assistante sociale ? En fait, attends, je vais aller un peu plus loin, c'est peut-être teinté par mon immigration et la pratique des professionnels au Québec, mais la travailleuse sociale, alors si je prends le vocabulaire européen plutôt, l'assistante sociale peut accompagner dans les problématiques de santé mentale. Mais est-ce que là, dans ces projets collectifs, il fallait travailler sur le fonctionnement psychologique et mental pour avoir fait appel à des psychologues ? J'entends qu'il y avait besoin d'aide psychologique ou psychosociale. En fait, est-ce que tu pourrais un peu plus détailler ça ? Oui,
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que ça fait vraiment partie d'une des choses pour lesquelles je milite le plus en Belgique depuis que je travaille ici, parce que je trouve que c'est très spécifique au pays. C'est qu'il y a une méconnaissance autour des compétences des assistants sociaux et notamment de nos compétences autour de l'écoute, de l'accompagnement, de la relation d'aide. Et donc, dans l'imaginaire et dans le fantasme des employeurs belges, l'assistant social est surtout assigné à des tâches administratives et c'est une des problématiques justement de l'enseignement supérieur puisque l'activité des services sociaux n'est pas encadrée légalement. Donc ça laisse un flou aussi autour de ce que les assistants sociaux peuvent ou ne peuvent pas faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que étant donné que le décret prévoit que la personne de référence soit principalement assigné à la tâche de traiter les demandes d'aide financière, eh bien, la majorité de notre temps est employée à ça. D'accord, donc dans des projets d'accompagnement individuel plutôt administratif que clinique. C'est ça. Et donc, moi, personnellement, sur mon premier poste, j'ai eu la chance d'avoir un collège de direction et un conseil social qui m'ont recruté donc grâce à mon expérience en santé mentale, puisque j'ai travaillé plusieurs années en secteur psychiatrique, en santé mentale, en France et en Belgique, et donc j'ai vraiment une approche psychosociale. Et comme j'ai cette expérience, j'ai aussi connaissance de mes limites en tant qu'AS et je vois où est-ce que l'intervention d'un psychologue devient nécessaire. Et donc ça a pu être discuté. J'ai pu justement expliquer que moi, mon accompagnement avait une limite et qu'il me paraissait vraiment nécessaire qu'on puisse travailler avec des psychologues sur des problématiques cliniques. Donc quand je parle de clinique, c'est plus de pathologie psy. En fait, faire des thérapies en lien avec des troubles psychopathologiques. Oui, plutôt de pathologies comme les dépressions, la toxicomanie ou parfois même des psychoses. Où là, moi, je suis outillée pour un accompagnement psychosocial, mais pas pour un accompagnement thérapeutique. Et donc ça avait été bien entendu. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec les psychologues. Donc moi, j'échangeais très souvent avec les psys. Eux me contactaient aussi très souvent autour de situations, puisqu'en fait, le psy et le social étaient totalement imbriqués, quoi. C'est presque, c'est le duo, pour moi, c'est le duo parfait dans le travail social. C'est vraiment, c'est des compétences qui sont très complémentaires. Et si je te pose la question, en fait, quelle est la plus-value de choisir une assistante sociale pour être cette personne de référence-là, plutôt qu'un professeur, par exemple? Qu'est-ce que tu me dirais? Ce que je pourrais dire, c'est que si on se rapporte au contexte dans lequel on est aujourd'hui et particulièrement depuis justement la pandémie, on a constaté que les précarités étudiantes finalement sont plurielles et que les profils des étudiants évoluent vraiment presque avec l'évolution de la société. Aujourd'hui, on a des profils très spécifiques d'étudiants dans l'enseignement supérieur professionnalisant en Belgique, comme par exemple des adultes en reprise d'études, des étudiants étrangers, donc des étudiants qui viennent de l'étranger, de l'espace européen ou de l'espace hors Union européenne pour étudier, des étudiants qui sont pères ou mères de famille pendant la durée de leurs études, et aussi des étudiants qui ont des problématiques spécifiques, soit des troubles de l'apprentissage, soit des problématiques de santé mentale, soit des problématiques de santé physique chronique. Et donc, ce type de problématique, à mon sens, nécessite une formation et des compétences très précises qui font appel à des méthodologies extrêmement précises qui vont de l'intervention sociale individuelle aux techniques d'intervention sociale collective en passant par l'éthique, la déontologie, la question du secret professionnel qui sont des compétences propres aux travailleurs sociaux et spécifiquement aux assistants sociaux puisque notre formation est axée sur l'accompagnement individuel, l'accompagnement des groupes et l'accompagnement qu'on dit ici communautaire.
Euh, Puis, je peux me permettre de rebondir. je t'en prie. Et puis également, l'assistante sociale en Europe est, à mon avis, initialement formée dans une vision écosystémique, c'est-à-dire que dans sa Exactement. vision, entre guillemets, globale, c'est peut-être le terme qu'on emploie davantage en Europe, on va prendre en compte tous les éléments qui entourent les étudiantes, leur environnement, les conditions de vie, incluant les déterminants sociaux de la santé, dans un accompagnement qui soit individuel, groupe, familial ou même communautaire. En fait, on a cette approche écosystémique C'est ça. et interculturelle quand il le faut, psychosociale s'il le faut. Puis on a la capacité d'intégrer dans nos évaluations et nos accompagnements les enjeux structurels, les politiques sociales, donc la visée de défense des droits aussi qu'on maîtrise. C'est ça, exactement. Et alors, le deuxième aspect pour moi qui me paraît important, c'est tout simplement que les étudiants expriment le besoin d'être accompagnés par des professionnels qualifiés, de pouvoir bénéficier d'un espace neutre qui ne les oblige pas à rencontrer des membres du personnel de l'école qui vont être demain leurs profs ou le coordinateur d'une matière dans laquelle ils étudient. Et d'un safe space en fait finalement, c'est-à-dire vraiment un endroit où on sait que la parole qui est accueillie et recueillie est gardée, un lieu où on peut venir spontanément aussi et qui leur permet de pouvoir obtenir un espace de réflexion autour de la résolution de leurs problématiques. Et ça, ils sont vraiment très en demande sur cette question-là. Le décret qui organise les conseils sociaux dit que toutes les personnes qui sont membres du conseil social ou qui sont personnes de référence sont soumises au secret professionnel. Personnellement, moi, j'ai une position qui est peut-être un peu plus tranchée sur cette question-là parce que j'estime que le secret professionnel et d'un point de vue plus large, les questions déontologiques, c'est une compétence à part entière. Il faut y être formé. Et même nous qui y sommes formés, on continue de se former sur ces questions parce que c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Dire à un professeur qu'il est soumis au secret professionnel sans qu'il sache réellement ce que ça implique, je trouve que c'est mettre tout le monde dans une position compliquée, y compris l'étudiant. Ça tombe vraiment bien que tu parles du secret professionnel, car il va y avoir un épisode spécial avec Laurent Puech à ce sujet, et justement l'intérêt ou la nécessité du secret professionnel pour la protection des personnes qu'on accompagne. Je voulais aussi rebondir sur tes missions. Là, tu as donné des exemples d'interventions de groupe en collaboration avec d'autres professionnels dans le domaine de la santé mentale. Mais individuellement, j'imagine que tu ne fais pas qu'accompagner dans les demandes d'aide financière. Alors, sur mon premier poste, l'activité principale au moment de l'embauche, c'était défini comme le traitement des dossiers de demande d'aide financière. Et donc, tout le travail qui a été mené avec les différents collaborateurs, c'était de leur expliquer justement que l'octroi d'une aide financière s'inscrit dans la logique d'accompagnement et que cet accompagnement peut prendre différentes formes. Ça peut être du suivi social, ça peut être un accompagnement à plus long terme, ça peut être de l'accompagnement dans les démarches, qu'elles soient administratives, recherche de logement, recherche d'émancipation, par rapport à des questions juridiques ou des questions psychosociales, et que finalement, la demande d'aide financière, c'est plus un outil qu'on met à disposition des étudiants, c'est-à-dire c'est pas rien hein, quand même de leur octroyer une aide financière, on est d'accord, mais très souvent ce n'est pas dissociable d'autres problématiques qui sont finalement connexes et qui elles nécessitent d'être accompagnées d'un point de vue individuel. Oui, et puis clinique finalement même, oui. Exactement, c'est ça. Et donc l'aide financière en tant que telle, donc, elle va concerner par exemple les frais d'inscription, les frais pédagogiques, admettons un étudiant infirmier qui doit acheter une blouse, des sabots, ou un étudiant en architecture qui doit acheter une tablette ou du matériel de dessin. Ça peut être une aide pour le logement, une aide alimentaire, une aide pour l'accès aux soins, puisque beaucoup d'étudiants ont des problématiques de santé, énormément même, et n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se soigner. Et puis après, il y a toute l'aide que moi j'appelle immatérielle, qui commence par l'écoute, en fait, tout simplement.
l'accueil et l'écoute, même je dirais, et puis tout ce qui est propre à l'accompagnement. Par exemple, il y a des étudiants que j'ai reçus très régulièrement et pendant toute la durée de leurs études, tout simplement pour faire le point, pour se parler de ce qui se passe dans leur vie, de comment ça se passe, pour les aider à réfléchir et à mettre en place certaines choses. Il y a des étudiants que j'ai vus très peu, que j'ai vu une ou deux fois autour de questionnements. Il y a des étudiants que j'ai accompagnés dans leur démarche de recherche de logement, donc entrer dans le logement, s'équiper pour entrer dans le logement, et puis après sortir du logement. Des étudiants que j'ai aussi accompagnés dans la réflexion autour de l'orientation. Est-ce que je fais un master ou non? Qu'est-ce que ça implique financièrement pour moi de poursuivre des études de type long, etc. Voilà, donc pour moi, l'aide individuelle déjà, rien qu'en elle-même, elle est hyper riche. Et c'est un travail qui est extrêmement passionnant, vraiment. Bintou, merci beaucoup pour ces exemples et toutes tes précisions. Vraiment là, ça me donne envie d'aller travailler dans ton secteur d'intervention. Alors maintenant, est-ce que tu souhaites nous dire un mot de la fin pour terminer nos 2 épisodes ? Donc pour moi, ce qui me tient à cœur de dire, c'est que il est vraiment important que l'humain et la relation d'aide puissent rester au centre du service social dans l'enseignement supérieur francophone, que les assistants sociaux, puisque ce sont les travailleurs sociaux qui majoritairement sont chargés de traiter les demandes d'aide financière, ne soient pas appauvris dans leurs outils et dans leurs compétences. Leurs compétences premières étant la relation d'aide et l'accompagnement social, qui soit individuel ou collectif. Et donc, il ne faudrait pas que ce soit au détriment de l'administratif, de la rentabilité aussi. Pour moi, il est extrêmement important, et encore une fois, les étudiants l'expriment, de pouvoir placer l'humain au cœur de nos interventions. Et alors, donc, par rapport à l'emploi des assistants sociaux et donc à la plus-value de pouvoir embaucher des assistants sociaux dans ce secteur, c'est de dire que finalement, aujourd'hui, ce sont les professionnels du secteur qui sont les plus outillés et les mieux formés à l'accompagnement social individuel et collectif centré sur l'humain. Très chouette, très beau. Bon, je ne vais pas le cacher, hein, j'adore ton message de fin. Merci Bintou. Ce fut un énorme plaisir, vraiment. Un grand merci de m'avoir invité sur ce projet. Sur ces belles paroles, je vous invite à consulter les différents liens que je vous ai mis dans la barre d'infos et j'espère que vous en avez appris davantage sur le service social dans l'enseignement supérieur en Belgique francophone et que peut-être ça vous a inspiré pour vos services sociaux dans les milieux universitaires et dans l'enseignement supérieur dans le monde francophone. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.